ní bẹ̀rẹ̀ àtòpin ọ̀rọ̀ ni yóò kẹ́yìn àtikọ́ṣe lọ́rọ̀ wa ọ̀rọ̀ ni yóò kẹ́yìn wa ọ̀rọ̀ ní bẹ̀rẹ̀ àtòpin ọ̀rọ̀ ni yóò kẹ́yìn àtikọ́ṣe lọ́rọ̀ wa ọ̀rọ̀ ni yóò kẹ́yìn wa ọ̀rọ̀ ní bẹ̀rẹ̀ àtòpin ọ̀rọ̀ ni yóò kẹ́yìn. C'est avec le même plaisir que celui d'habitude que je vous retrouve pour cette 5e messe de l'année, messe médiatique de l'année 2018, une messe qui s'articule autour de 3 évangiles, à savoir le sommet de l'Union africaine avec la bonne nouvelle annoncée pour le Togo, le ballet politique et le front social. En effet, le Togo était à l'honneur à Addis Abeba où se tenait le 30e sommet de l'Union africaine couplé du 32e sommet extraordinaire de la même institution. La presse a bravé la distance pour recueillir à chaud les nouvelles de cette rencontre pour ses lecteurs et voici ces nouvelles. 30e sommet ordinaire de l'Union africaine. Le Togo, désormais membre du SADC, entendu marché unique et libéralisé pour le transport aérien. Apprend-on du journal Flambeau des démocrates qui félicite le chef de l'État togolais Faure Eswazmana Gnassingbé pour son élection à la tête de ce marché. Faure Gnassingbé, désigné champion du marché unique aérien africain, renchérit l'éveil de la nation pour qui c'est une nouvelle reconnaissance pour le Togo à ce 32e sommet de l'UA. À ce 32e sommet de l'Union africaine, Faure Gnassingbé et ses pairs auraient planché sur la réforme de l'organisation africaine, comme le précise une nouvelle opinion, qui salue lui aussi les mesures prises au cours de ce sommet. En effet, précise le journal, les chefs d'État et de gouvernement du continent sont préoccupés par le terrorisme et la corruption. Le journal se félicite et félicite également le chef de l'État togolais pour son élection pour un nouveau mandat au Conseil de paix et de sécurité. En marge des travaux du 30e sommet de l'UA, lit-on dans la symphonie, Faure Gnassingbé aurait eu le privilège de présider un sommet extraordinaire de la CEDEAO. Agenda très chargé pour Faure Gnassingbé à ce 30e sommet. Fait remarquer Forum de la semaine. Le journal précise que le marché unique du transport aérien africain a été lancé grâce à une forte implication du Togo et il en a été récompensé par sa désignation comme champion de ce marché. Fin du 30e sommet de l'Union africaine. Kagame désigné président de l'UA, Faure champion du SADC, écrit le messager. Pour la bonne marche du transport aérien en Afrique, Faure Gnassingbé a bénéficié de la confiance de ses pairs,
mentionne le dialogue pour qui c'est une confiance méritée. En marge du 30e sommet de l'UA, Fogna Singbe fait champion du marché unique aérien africain. Renchérie chronique de la semaine. Fogna Singbe élu et consacré champion du marché unique du transport aérien en Afrique, ajoute Nouvelle Tribune, qui a également tendu son micro au colonel Nyamalata, directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, qui s'est réjoui de cette confiance placée en son pays. À l'occasion de la 32e session ordinaire du Conseil exécutif de l'UIA, c'est la diplomatie togolaise qui rayonne comme le martel vérité des peuples, très regaillardi par ces distinctions qui font du Togo une des grandes nations de la sous-région. Togo Matin s'est quant à lui intéressé à l'élection du Rwandais Paul Kagame à la tête de l'UIA et se demande s'il fera mieux que Alpha Condé. Voilà, sur ce plateau, nous allons découvrir deux confrères. Le plateau s'élargit, sinon le club s'élargit de jour en jour avec la découverte cette semaine d'un nouveau un membre de ce club, en la personne de Charles Afoumé. Il est rédacteur en chef du journal Courrier de la République. Charles, bonjour. Bonjour, mon cher frère. Et merci d'avoir accepté faire désormais partie de ce club de la presse sur la télévision deuxième. Et donc des curés qui seront de temps en temps chargés de célébrer cette messe médiatique. À gauche, c'est un habitué de ce plateau. Lui, c'est Antarou Alassani, le patron du journal Vérité des Peuples. Bonjour. Bonjour Eric, et bonjour à tous les téléspectateurs. Et comme c'est la toute première fois qu'on se rencontre dans le courant cette année 2018, qu'il me plaise de vous souhaiter au nom de mon nom propre et au nom de tous mes collaborateurs une bonne et heureuse année 2018. Merci, je formule également mes vœux les meilleurs pour tout le personnel de la télévision deuxième, du directeur et tous les techniciens et ceux qui font preuve d'une certaine lucidité pour que les images parviennent aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Oui, le vœu va également à tous les Togolais, à tous les acteurs politiques pour que qui mettent un peu de l'eau dans leur vin cette année pour que l'apaisement revienne dans ce pays. Et nous en avons besoin. Charles, bonne et heureuse année au Courrier de la République et à toute beaucoup, sa rédaction. Merci beaucoup Eric, c'est un plaisir d'être parmi vous pour échanger sur les sujets de l'actualité. Et je crois que nous avons un plateau suffisamment riche avec mes confrères pour épiloguer, enfin discuter sur les sujets. Mes voeux de santé et d'encouragement, surtout à l'endroit de toute l'équipe de la TV2 pour le travail que vous abattez et particulièrement pour cette émission qui vraiment devient de plus en plus suivie. Et c'est un plaisir pour moi d'être à vos côtés. Merci pour tous ces vœux et que Dieu Tout-Puissant les bénisse. À la technique, de l'autre côté de la mise en orbite, c'est les doigts très habiles de Boris Alahare qui assure aujourd'hui la réalisation et qui est à cheval entre la régie et le studio pour la bonne marche de cette émission. Et devant moi, directement, mon collaborateur immédiat, il s'appelle Folie Kagny. Je vous remercie pour vous autres, votre fidélité à cette émission. Nous allons continuer avec les traditions et les civilités et en rendant un vibrant hommage à un confrère, nous l'apprenons du journal La Symphonie, au confrère Atia Tanko, que vous voyez là, si la caméra
peut nous faire le plaisir de s'occuper de nous mieux, ça nous fera plaisir. Hein? Alors, Atia Tanko, qui est le directeur de publication du journal Lettres de la Causa, et qui nous a faussé compagnie, voilà, Atia Tanko, c'est lui ici, voilà, ce n'est pas le ministre Sanayera. Voilà, oui. Voilà. Donc, Atia Tanko, le voici donc, en gros plan sur vos images. Il est directeur de publication du journal Lettres de la Causa. Il nous a tragiquement quittés courant cette semaine. Et toute l'équipe ici présente, ainsi que toute la corporation de la presse, aussi bien écrite, audiovisuelle qu'en ligne, se joignent à moi pour lui souhaiter un paisible repos dans le royaume des cieux. Ces civilités accomplies, on en vient à présent à notre sujet. Vous avez écouté les éléments ou l'élément. Alors, de quoi était-il question à ce 30e rendez-vous de l'Union africaine? Avant qu'on ne vienne savoir l'honneur qui est revenu au chef de l'État et ce qui lui a valu ce mérite. D'abord, de quoi il a été question à Addis Abeba, en Éthiopie. Alassane. Oui, il faut dire qu'à Addis Abeba, bon, c'était un sommet ordinaire. Donc, il est quand même de bon ton, selon l'agenda de l'UA, que les chefs d'État de l'Union africaine se retrouvent. Il y a quand même des périodes où il faut se retrouver pour se plancher sur des questions qui concernent l'institution continentale. Donc il était question à ce sommet de débattre sur des questions purement en ce qui concerne la réforme de l'institution. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain temps, l'Union africaine a de sérieux problèmes par rapport à son autonomie financière. Parce qu'il faut quand même avoir le courage de le dire, à l'échelle mondiale, les chefs d'État et de gouvernement de l'UA n'arrivent pas à pouvoir avoir droit au chapitre, comme on le dit, n'arrivent pas à prendre des décisions qui sont de leur ressort. Oui. Étant donné que s'il faut tendre la main à la Chine, aux États-Unis, au programme des Nations Unies pour pouvoir continuer, pour pouvoir alimenter l'Union africaine, il y a de quoi, ou bien il y a de raisons à dire que on n'a pas une certaine autonomie financière. Donc cette question a été évoquée très longtemps et que c'est le président qui vient de prendre la tête de cette institution, oui, le président, le Rwandais Paul Kagame, qui avait évoqué ces questions. Et en fait, il fallait nécessairement se plancher sur cette autonomie financière. Retenons également que les chefs d'État ont abordé des questions liées à la sécurité. Aujourd'hui, le problème de la sécurité demeure un problème très sérieux et à l'échelle mondiale. Et puisque il y a toujours des foyers de tension, que ce soit au Mali, au Darfour, un peu partout en Afrique. Donc, et c'est l'Afrique qui est toujours perdante. Donc, il a fallu quand même discuter de ces questions-là et prendre des mesures coercitives pour que dorénavant, qu'on puisse au moins dégager. Parce qu'il y a également la question liée à ce qu'on appelle la migration clandestine. Il fallait que les chefs d'État se retrouvent également pour pouvoir y parler, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un phénomène qui est né aujourd'hui et qu'en Libye même, nous aurons appris qu'il y a certains Noirs qu'on est en train de... qu'on persécute et qu'on vend comme des chaussettes. Et ce qui remonte comme au moment de la traite négrière. Oui. Donc ce n'est pas quand même bienséant. Il fallait que les chefs d'État tapent du poing sur la table pour se retrouver et trouver des solutions adéquates. Donc c'était ça l'objet même de la rencontre. Et je voudrais faire juste
un petit commentaire pour dire que pour une première fois, il y avait 2 chefs d'État qui ont assisté pour leur première fois à ce sommet. Il s'agit du Libérien, l'ancien footballeur George Weah, qui a été tellement ovationné parce que pour une première fois, il a fait quand même des surprises dans sa prise de position. Il y a également celui qui aujourd'hui remplace le vieux Zimbabwéen, Emerson Mnangagwa, qui prenait aussi part pour la première fois. Donc, disons que les chefs d'État qui se sont retrouvés, c'était autour de ces questions-là qu'ils ont débattu. Maintenant, bon, le cas du chef de l'État, sûrement que nous allons aborder ça l'objet d'une autre question, d'ailleurs, et le temps de recueillir également l'avis de Charles par rapport à cette première question qui concernait ce sommet de l'Union africaine. Je crois que à part les questions ordinaires qui font retarder l'évolution du continent, du continent, qui sont notamment la question de la corruption, qui gangrène les plus grandes économies du continent, à savoir l'Égypte, le Nigeria, l'Afrique du Sud, toutes ces grandes économies qui doivent pouvoir drainer nos petites économies émergentes sont vraiment gangrénées infectées par le phénomène de la corruption. Et donc, il est question à ce sommet de pouvoir trouver les voies et moyens pour pouvoir amener nos économies à pouvoir souffler un peu. Il y a également la question de la sécurité, comme l'a évoqué mon confrère. Le terrorisme. Absolument. Et surtout la question du Nigeria, Niger plutôt, où les bandes djihadistes pilulent un peu partout et gagnent du terrain jusqu'au niveau du Burkina. Donc il faut dire qu'ils sont à nos portes et pendant ces sommets, ces genres de réunions, il est question pour nos chefs d'État de pouvoir réagir promptement et fortement face à toutes ces menaces qui mettent nos économies à genoux. Et on en vient à présent à la bonne note par rapport au Togo. Je le disais un peu plus haut dans mon introduction. Le chef de l'État togolais, Faure Essozimna Gnassingbé, a été à cette occasion désigné par ses pairs. Presque tous les journaux l'ont reconnu, sauf quelques-uns qui n'ont pas voulu en parler, comme champion du marché aérien africain. C'est quoi ce marché-là? Oui, en fait, il faut dire que ce marché, dans un premier temps, on dit SAATM, SAATM, en fait, en anglais, qui veut dire Single African Air Transport Market. Ce qui veut dire le marché unique de transport. Et si aujourd'hui le chef de l'État a été fait par ses pairs champions, c'est parce que cela est quand même consécutif à un certain nombre d'efforts abattus par le chef de l'État dans ce domaine. Aujourd'hui, vous voyez un peu dans la sous-région, avec notre aéroport qui n'est plus dans les dimensions et puis les normes répondent, si j'ose me permettre cette tautologie, aux normes internationales. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, au regard de ces acquis, les chefs d'État de l'UA se sont dit qu'il faut maintenant confier ce projet au chef de l'État Faure Gnassingbé pour qu'il puisse relever les défis. Retenez que ce projet aussi fait suite également à un agenda, parce que l'Union africaine est une institution continentale qui a un agenda, et il y a un agenda qu'ils ont dénommé agenda 2063, et c'est au regard de cet agenda 2063 que les chefs d'État africains ont dû mettre sur pied ce projet. Ce projet, selon les informations, contribuera à coup sûr à libéraliser ce qu'on appelle l'aviation civile, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement ce qu'on appelle la concurrence. Et il faut une certaine compétitivité dans ce sens-là. Le chef de l'État, et sans vous mentir, a été fait champion, certes, mais les défis sont énormes à relever, puisque on parle de plus de 50 pays africains. Et c'est notre chef d'État qui a été désigné champion dans ce sens-là, ce qui suppose que les efforts
du gouvernement, quand bien même il y a des critiques à faire par-ci par-là, ne sont plus à démontrer. Maintenant, il faut un peu reconnaître que il y a ce qu'on appelle comment on appelle ça, les itinéraires. Certains itinéraires qui sont un peu mis à mal. Oui. Donc, ce projet viendra à coup sûr maintenant relever ces itinéraires-là et puis donner une certaine primauté pour que il y ait ce qu'on appelle une bonne économie du continent. Donc, je voudrais quand même vous rassurer que quand bien même le chef d'État a été choisi, il y a de nombreux défis qui doivent relever. Bon, sûrement qu'on viendra par rapport on va revenir à la diplomatie. Il n'y a pas que ça. Toujours dans la diplomatie, vous-même, vous avez noté autre chose à l'actif, à mettre à l'actif du chef de l'État, sinon du Togo. Oui. Et vous parlez de la réélection du Togo à la tête du CPC pour la période 2018-2019. On en viendra pour y en savoir encore un peu plus. Le temps de recueillir l'avis également du jeune par rapport à ce qui a valu au chef de l'État togolais ce mérite d'être champion de ce marché-là. Oui, certes, il y a eu des efforts. Il y a des efforts et le plus grand effort qui est visible à mettre à l'actif du chef de l'État, c'est la construction d'un nouvel aérodrome au Togo. Et c'est vrai, on dit même que cet aérogare fait partie des 10 premiers aéroports en Afrique. Et moi je pense que le choix du Togo pour conduire le processus du marché unique et du transport aérien est un choix véritablement mitigé. Pourquoi mitigé? Parce que d'abord, il faut arriver à comprendre pourquoi on choisit le Togo alors que la part du transport aérien au sein dans le PIB dans l'économie togolaise n'est pas encore suffisamment conséquente. Oui. Ou disons le secteur tertiaire ne contribue pas encore fortement au PIB national. C'est prioritairement le secteur informel et le secteur agricole, qui sont les leviers même de l'économie togolaise. Absolument. Donc, choisir le Togo comme pays pilote de ce programme, je crois que c'est un programme assez ambitieux, et plus ambitieux même que les frêles épaules de notre président. Et il faudra à mon avis, pour lui, de décliner les plans et actions pour pouvoir conduire ce projet à terme. Quels vont être les moyens financiers pour lui? Déjà que au sein de l'institution panafricaine elle-même, on souffre déjà d'un moyen financier et que ce sont les bailleurs internationaux qui financent à plus de 70% le fonctionnement même de notre institution panafricaine. Donc quel va être le moyen financier accordé au Togo pour conduire ce processus? Je me pose encore énormément de questions. Et quels vont être encore les moyens humains et techniques? Parce qu'il ne suffit pas seulement de choisir le Togo. C'est vrai, le Togo a fait des efforts, mais il ne suffit pas seulement dans notre contexte politique qui est actuel, je crois que le choix du Togo complique encore davantage les missions de notre président en tant que président en exercice de la CEDEAO. Absolument. Et il a encore d'autres missions au sein de notre pays, prioritairement. Et donc, il lui faudra beaucoup de moyens financiers, techniques, pour pouvoir conduire ce processus à terme. Voilà. Bon, ne voyez-vous pas? Oui, bon, en fait, les défis qui attendent le chef de l'État togolais. C'est vrai, je le disais tantôt, il y a des défis énormes à relever avec le chef de l'État. Mais en fait, je crois que je comprends quand même le pessimisme de mon confrère Charles. Oui, parce que en fait aujourd'hui c'est un long processus. On n'a pas choisi le chef de l'État fortuitement, à mon sens, puisque il a fallu, c'est un long processus, c'est selon l'agenda 2063. Parce que on s'est dit qu'aujourd'hui, au regard de certains pays qui nous entourent, le Togo a quand même faire certains efforts dans ce domaine aérien. Moi, je ne dis pas que le chef de l'État
va pouvoir accomplir cette mission à 100%, comme à 100% ou bien et comme on place une lettre à la poste. Oui. Non, il y aura quand même des hauts et des bas. Mais n'en déplaise, ce que moi je sais, au cours de ce sommet, les chefs d'État, en l'occurrence le président en exercice de l'UIA sortant, le président guinéen, Alpha Condé avait également parlé de ce problème, puisque financièrement parlant, on n'est pas autonome. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est pour cela qu'il y a eu des résolutions. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas parlé de ces résolutions. Il y a eu d'énormes résolutions pour faire face à ces énormes difficultés. Donc, à mon sens, je crois que même le président en exercice de l'UIA sortant dont je vous parlais, avait dit qu'il y a certaines taxes, il y a certains pourcentages qu'on a fixés qu'il faut relever par rapport au marché pour pouvoir maintenant financer le fonctionnement d'abord même de l'UIA. Et maintenant, les institutions, puisqu'il y a des instances autour de... Notamment, il doit y avoir des budgets, un budget colossal. Mais c'est que nous déplorons quand même, je l'ai dit tantôt, que c'est la Chine et puis les autres bailleurs de fonds qui financent. Mais je crois que le chef de l'État serait quand même à même de pouvoir accomplir cette mission. Puisque on ne choisit pas quelqu'un comme ça pour un si grand projet ou bien pour un projet très ambitieux fortuitement. Il a fallu faire des analyses approfondies, il a fallu passer par des enquêtes avant de pouvoir lui attribuer cette charge. Donc je crois que, à mon sens, que quelles que soient les circonstances, non, vous êtes libre de revenir, mais permettez que je termine sur ce point-là pour dire que le chef de l'État, tel que on le connaît, et sa combativité par rapport à tout ce qui est lié et à cette institution continentale, tout porte à croire qu'il pourra parvenir à régler ce problème. Vous n'êtes pas toujours... Moi non plus, je ne doute pas de la compétence du chef de l'État de conduire à terme ce processus. Mais vous posez les difficultés. Oui, je pose les difficultés. Déjà, au sein des 55, il y a déjà une grande majorité qui n'adhère pas encore à ce processus. Il n'y a que 23 qui sont à plein pied dans le processus de l'instauration du marché unique et du transport aérien. Donc, il reste une grande majorité à drainer. Et l'une des missions qu'il a, c'est de faire venir les autres. Absolument, il faut faire venir les géants de l'économie africaine. Et ça va être une très grande mission pour le chef de l'État. Surtout dans le contexte. Et moi, je reviens toujours. Ça ne serait pas facile. Ça ne serait pas facile. Ça ne serait pas facile. Et surtout que les moyens financiers manquent déjà même à l'institution. Je me demande comment ça va être pour conduire à terme ce processus. Pour notre chef de l'État. Nous comptons certainement sur la grâce de Dieu et sur la diplomatie togolaise, comme on la connaît. Je voulais juste ajouter sur son ministre des Affaires étrangères qui sait bien faire les choses. Je voudrais juste ajouter un point par rapport à... Mais je préfère vous poser... Juste pour dire que, en fait, je me rappelle en 2016, lorsque nous avons organisé le sommet sur la sécurité maritime. Je vous dis que seul le Togo a ratifié, puisqu'il faut ratifier. Et aujourd'hui, il y a certaines réticences. Donc, c'est pour dire que ce projet, effectivement, il y a 23, il y a des réticences, mais il faut toujours amener le reste de ces pays-là à pouvoir y adhérer. C'est la mission. Donc, c'est quelque chose comme ça. Aujourd'hui, il y a le Conseil de paix et de sécurité dont nous allons tout de suite. Il y a sérieusement des problèmes. Comment les gens n'arrivent pas à y adhérer? Il y a des réticents, des gens qui se disent que non, la manne a contribué pour pouvoir donner la priorité à ces projets de pouvoir décoller, que c'est trop au regard de leur budget, ainsi de suite. Donc je crois que c'est vrai, il y a quand même des problèmes à régler et que moi je le dis et je le réitère que vu certains contingences, je crois que le chef de l'État pourra quand même le faire. Restons positifs. C'est après tout notre pays qui est honoré. C'est notre chef de l'État qui est honoré et ce n'est pas le fruit du hasard. Comme je le disais plus haut, on peut compter sur la diplomatie togolaise avec à sa tête le ministre des Affaires étrangères Robert Doucet, qui sait si bien le faire dans des situations même plus difficiles que ça. Alors Alassane
Sani, vous avez touché un autre aspect qui honore toujours le Togo, et c'est la diplomatie. Vous parlez de la réélecture à la tête du CPC, Conseil... oui, de la réélection, de la réélection du Togo à la tête du CPC pour une période d'un an, 2018-2019. C'est quoi ça encore? Oui, en fait, le Conseil de paix et de sécurité, le CPS, c'est le Conseil de paix et de sécurité de l'UIA. Ce Conseil de paix a pour mission de pouvoir gérer les foyers de tension ou le terrorisme et puis les guerres sévissent. Donc le chef de l'État avait déjà pris un engagement. Et cet engagement-là, vous êtes quand même avec moi lorsque je dis aujourd'hui que il y a la présence de nos forces de défense et de sécurité dans des foyers de tension, là où il y a beaucoup de guerres, le terrorisme et tout ça là. La dernière fois, malheureusement, il y a un de nos frères, qui est tombé encore au Mali. Donc, le chef de l'État avait également dit, et il avait envoyé une mission chez le secrétaire général de l'ONU pour lui signifier qu'il devait encore multiplier. Il devait encore multiplier la présence des forces de défense et de sécurité dans ces foyers. Donc, on connaît un peu l'ambition que nourrit le président Faure Gnassingbé dans ce sens-là. Ça fait que, en fait, le Togo qui assurait déjà la tête du CPS a été réélu. Bon, nous, on se dit, c'est ce que nous avons titré, que la diplomatie togolaise qui se trouve être rehaussée au regard des autres nations, puisque ce n'est pas sur les 55 pays, ce n'est pas seulement le Togo, il y a plusieurs pays, mais c'est qu'on a vu un engagement ou bien une volonté manifeste des autorités togolaises. C'est pour cela que le chef de l'État et bon, surtout le ministre des Affaires étrangères, le professeur Robert Doucet, qui est au four et moulin, qui abat un travail de titan dans ce sens, mais sous bien sûr l'autorité avisée du chef de l'État. Donc ça a fait qu'aujourd'hui les autres chefs d'État africains ont compris et ils ont fait confiance au chef, et que vous n'êtes pas sans savoir que le président ou bien le secrétaire général de l'ONU, avant même d'arriver à ce sommet, a fait un crochet technique ici chez le chef de l'État. Ils ont dû débattre de ces problèmes-là, et c'est ce qui nous a valu aujourd'hui de revenir à la tête. Et je voudrais faire cette précision-là, que c'est pour une période de 2018-2019. Et ça fait aussi référence à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Très bien. Charles, que le chef de l'État togolais soit élu par ses pairs champions du marché aérien africain, ou que le Togo soit réélu à la tête du CPS, qu'est-ce que ça représente pour le Togo? Moi, je pense que le Togo s'est suffisamment engagé sur le plan sécuritaire et militaire sur le continent, et en témoignent les nombreux déplacements de nos forces de l'ordre dans les missions onusiennes sur le continent. Et pour un pays comme le nôtre, se positionner en faveur de la paix et de la sécurité est une bonne chose. Maintenant, la question se pose sur ce que ça représente au sein même de notre positionnement sur le plan diplomatique. Je crois qu'un réel effort a été effectué dans ce sens, mais ça ne cache pas un certain nombre de problèmes suffisamment liés au choix même de notre pays en tant que pays pilote, bon, si je peux le dire ainsi, un pays qui s'est positionné sur les questions sécuritaires. Donc je crois que la position du Togo par rapport aux autres pays de l'Interland fait que le Togo bénéficie des appuis des puissances internationales pour pouvoir constituer une barrière ou bien un tampon par rapport à tout ce qui peut être défi sur le plan sécuritaire. Donc je crois que l'élection du Togo pour encore un an à la tête du Conseil de paix et de sécurité de l'UIA, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, c'est ce que je disais, au sein même de notre pays, par rapport au choix des militaires qui devront aller sur le terrain, comment ça se fait, et quel est donc leur traitement, je parle donc du traitement financier, et comment est-ce qu'ils sont traités sur le terrain de bataille. Tout ça a fait l'objet au cours de la semaine dernière d'un certain nombre de supputations
et auquel je crois que les autorités doivent être suffisamment attentives. Pourquoi? Parce que ça fait partie quand même de l'honneur. Parce qu'aujourd'hui, la marque militaire togolaise rayonne un peu, si je peux le dire, sur le continent. Beaucoup même pas. Absolument. Un peu seulement, Donc, les autorités doivent pouvoir travailler davantage à ce qu'il n'y ait pas de supputation sur le choix des militaires qui vont sur le terrain, sur leur traitement financier, comment est-ce qu'ils sont entretenus, dans quelles conditions ils vivent sur le terrain de bataille. Nous savons que qu'ils sont des militaires et que les conditions ne doivent pas être forcément des plus roses, mais à partir du moment où ils sont sur le terrain, le Togolais, les autorités ici doivent s'assurer que avoir leur regard. Absolument, nos compatriotes qui vont défendre l'honneur du Togo à l'extérieur vivent dans de bonnes conditions. Et quand ils reviennent, il faut que le traitement financier soit au point. Oui, et que aussi sur le terrain, que le travail se fasse également dans les règles de l'art, parce que entre-temps, on aurait appris aussi que certains ont été plus ou moins accusés de comportements un peu plus... mais bon, généralement, l'armée togolaise, partout où elle s'est rendue, a toujours été bien appréciée, bon élève, et puis a fait une bonne mission. Maintenant, l'impact de tout cela sur le vécu quotidien, toutes ces diplomaties rayonnantes, pour toi et moi, Charles Folikani, Boris Alaré, nos mamans à la maison, etc. Bon, en fait, dans un premier temps, il y a quand même la diplomatie qui se trouve être aussi. Maintenant, l'impact sur le quotidien, si j'ose le dire, l'impact sur le quotidien de notre pays, ou bien bon, de moi, de vous et de tous les citoyens togolais, je crois quand même qu'il y a un impact positif, parce qu'aujourd'hui, lorsque la diplomatie se trouve être rehaussée ou bien c'est hissée dans le firmament du développement, le développement suppose qu'il faut maintenant faire face à certaines contingences par rapport à ceux qui sont sur le marché. Par exemple, lorsque votre diplomatie est vue de l'extérieur comme étant une bonne diplomatie, il y a des bailleurs de fonds qui viennent investir. Voilà, et maintenant, par rapport à cela, ça peut profiter à tout le monde, à tous les acteurs, que ce soit le petit revendeur qui est au bord de la route. Et ça peut. C'est pour cela que moi j'ai déploré les 3 sommets que nous n'avons pas organisés. Vraiment. Ça, c'était quand même une perte. Mais on le comprend. On ne peut jamais organiser de tels sommets dans des situations sociopolitiques très tendues. C'est pour cela qu'il y a beaucoup qui ont perdu. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a même des opérateurs économiques qui ont déjà passé par les banques pour aller faire des prêts, histoire de pouvoir améliorer un peu et avoir des contacts avec tous ceux qui vont affluer. Donc c'était quand même une perte. Donc moi je me dis que cette diplomatie, il y a quand même une répercussion. Retenez un peu, au moment où Gnassingbé Eyadema était au pouvoir, en 1993, lorsque notre coopération a été coupée pour déficit démocratique, on se rappelle qu'il y avait eu, c'est le seul pays, une crise généralisée, on a frôlé une crise économique comme celle de 1993. Et il y a encore des réperctions jusqu'à aujourd'hui. La grève de Général Illimité de 1992, novembre 92 jusqu'en 2093. Il y a eu des répercussions sur le vécu quotidien, sur tous les opérateurs économiques. Aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est grâce à cette diplomatie-là que il y a beaucoup de bailleurs de fonds qui viennent qui ont renoué la confiance 11 ans. Il a fallu que Faure Gnassingbé arrive au pouvoir pour pouvoir négocier et avec son ministre des Affaires étrangères pour ramener maintenant la confiance des Allemands, de l'Union africaine, des États-Unis et autres. Ils sont revenus en force. Et aujourd'hui, nous avons ce que on appelle la coopération germano-togolaise avec la coopération sino-togolaise et autres. Il y a des investissements. Donc, je crois que la diplomatie qui se trouve être rehaussée au regard des autres nations, c'est quand même bien. Il y a quand même une conséquence face, si j'ose le dire, sur le quotidien de tous les Togolais. Je suis satisfait de la réponse. À moins que Charles n'ait quelque chose à ajouter. Sinon, bon, allez-y. Moi, ce que je peux à plusieurs, on est intelligent. Absolument. Mais ce qui est extrêmement important et qu'il faut relever, c'est que nous avons quand même remarqué, comme l'a dit mon confrère, une réelle volonté du gouvernement
à polir l'image du Togo, hein? sur le plan international. D'accord. De même, en retour et au sein même de notre société togolaise, il faudrait également consentir les mêmes efforts, investir tous les secteurs de l'économie nationale pour que sur le plan démocratique, le Togo puisse effectivement connaître le même rayonnement. Le même rayonnement. On ne peut pas rester au même endroit depuis 2002. Et pendant ce temps, le Togo faisait des efforts sur le plan diplomatique et qu'en interne, sur le plan démocratique et politique, nous soyons encore au même endroit à nous tirer les cols tout le temps. Et c'est juste le sujet qui fait l'objet du présent débat. La politique qui continue d'effrayer la chronique au Togo, et elle est devenue la principale source de ravitaillement d'ailleurs de nos rédactions en matière d'information. Pas un seul jour ne passe sans qu'on ne lise sur des journaux des titres comme marche, meeting, dialogue, réforme, etc., etc. Et cette semaine encore, l'on en a entendu parler. Et si la régie peut nous faire le plaisir de suivre ce que les uns et les autres ont dit, ça nous fera énormément un plaisir. Nouvelle semaine, mobilisation, opposition dans les rues, unir dans la fiesta, fait observer le tonnerre. Après quelques jours d'accalmie, les rues togolaises renouent avec la routine des marches, de protestation et de soutien. Encore des manifestations de rue pour fustiger la mauvaise foi du pouvoir par rapport au dialogue, écrit le changement. Avec ces marches de l'opposition et les grèves, tous azimuts, relève liberté, le ciel est en train de s'écrouler sur Fornia Singbe. L'opposition dans les rues les 31 janvier, 1er et 2 février. Est-ce un simple chantage de la coalition des 14 ou une usure politique? Se demande une nouvelle opinion. Directement, voit la coalition de l'opposition dans une voie sans issue. Il a confié aux confrères du Forum de la semaine des enseignants et agents de santé en grève. La coalition des 14 partis dans les rues fait remarquer le libéral qui se demande s'il s'agit d'une simple coïncidence ou une stratégie bien mijotée. Le journal craint une récupération politique ou mieux de l'amalgame. Crise sociopolitique au Togo. La passion des politiques l'emporte sur la raison du peuple. Fait remarquer Togo Nigban. Jusqu'où ira cette pression de rue qui plombe la tenue du dialogue? À quoi peut-on s'attendre à la fin? Se demande le dialogue, crise politique et manifestation parallèle. Où se trouve l'intérêt du peuple et à qui profite le statu quo? Autre interrogation qui nous vient de Écho du pays qui demande aux uns et aux autres de mettre la balle à terre. Courrier de la République voit fort sous haute surveillance par rapport à cette crise sociopolitique. Le journal dit merci à PNP qui aurait poussé UNIR à se créer de nouveau. Le journal fait allusion aux réformes intervenues au sein de ce parti depuis son congrès statutaire. Selon Chronique de la semaine, qui jette un coup d'œil dans les rues de Lomé et de l'intérieur du pays, l'opposition bloque le dialogue en brandissant des préalables en optant pour la rue. Selon Togo Matin, qui semble abonder dans le même sens, l'opposition doit rompre avec la posture hypocrite et naïve pour jouer le franc jeu. Idem dans l'éveil de la nation qui demande au groupe des 14 partis de l'opposition de quitter la politique spectacle pour faire preuve de réalisme.
La seule question que j'ai bien envie de vous poser, sauf que j'aurais aussi à avoir une précision de Courrier de la République par rapport à sa mention. Mais si PNP et Tikpi Achadam créa unir de nouveau, on n'a rien compris. Hein? Oui, donc je crois que l'essentiel dans cet article que nous produisons, c'est que depuis la venue sur scène, enfin une venue jugée tonitruante du PNP, le parti au pouvoir uni a semblé pendant pratiquement un mois perdre le fil de la gestion de l'État, alors que les autres acteurs étaient sur le terrain et tiraient à boulet rouge sur le pouvoir. On a semblé constater un moment de faiblesse pour le parti au pouvoir. Oui. Donc, l'essentiel dans cet article, c'est que à partir du moment où le pouvoir a compris l'urgence de la situation et a refondé UNI, qui étant un parti créé depuis 5 ans et n'ayant pas d'organes, enfin, les vrais, absolument les vrais organes. Donc cette situation créée par le PNP aujourd'hui a conduit le parti au pouvoir à refonder UNI. D'abord, ils ont fait le congrès et ensuite c'est les jeunes du parti qui étaient montés au créneau en fondant leur... les femmes d'abord. Les femmes d'abord. Oui, bien sûr. Et ensuite c'est les jeunes à Dapaon. Et tout dernièrement, c'est les sages du parti Akara qui se sont constitués en comité de sages pour là aussi il y a fortement le débat. Mais l'essentiel dans cet article, c'est que nous disons que c'est grâce au PNP que UNI a compris l'urgence de la situation pour refonder rapidement son parti. Parce que nous étions, ou même jusqu'à l'heure actuelle, nous sommes à l'orée ou à l'approche des élections législatives. La première élection la plus importante, c'est les législatives qui doivent être faites au plus tard en juin. Donc, donc jusqu'à l'heure actuelle, jusqu'à tout récemment, UNI n'avait pas compris le genre de la situation pour refonder ces organes et les mettre sur le champ de la bataille en vue des élections prochaines. Donc tout ça est arrivé grâce au PNP qui a poussé véritablement le UNI à refonder son parti. C'est une implication heureuse de cette crise. Parce que nous n'allons pas seulement dire que c'est vrai, c'est une crise et que tout le monde est mécontent, mais il y a des implications, des conséquences heureuses pour cette crise. Et je crois que UNI est le parti au pouvoir, qui en jouit aujourd'hui le mieux de cette crise. D'accord. Au sens positif du terme. Merci beaucoup pour cette analyse. Maintenant c'est clair. Merci à PNP, et Tikpi Achadam créa unir. Absolument. Unir nouveau. Et en Tarou, on croyait en fait les marches terminées avec le début de consultation pour un dialogue très prochain. Mais patatras, vous avez vu ce qui s'est passé cette semaine jusqu'à hier. Oui. Il faut quand même dire que la crise qui secoue le Togo depuis plus de 6 mois est arrivé à un summum donné où chacun met la barre un peu haute. Mais je crois qu'il faut quand même saluer l'implication des médiations qui ont joué un rôle très déterminant pour rapprocher un peu les partis. Et moi, je suis quand même tombé des nues parce que les médiateurs ghanéens et guinéens étaient là dans nos murs. Ils ont consulté le pouvoir et puis l'opposition. Et dans le communiqué qui a été pondu à l'issue de ces rencontres, de ces consultations, il est dit quelque part, ce qui m'a plus intéressé, il est dit quelque part que les partis s'accordent à reconnaître qu'il faut suspendre les manifestations politiques. Et il y a plusieurs points, on peut quand même les évoquer chemin faisant. Mais ce qui est quand même bizarre, c'est que avant même samedi, moi j'ai eu le communiqué. Dans ce communiqué, le G14 précise qu'il y a certains points qui sont obscurs, qu'il faut maintenant
élucidées. Donc, et tant que ces questions-là ne sont pas élucidées, eux, ils maintiennent leur marche. Hein, et que ces marches, c'est quoi? Bon, on ne peut pas quand même revenir ici dans les détails, mais on sait que c'est toujours la même ritournelle, c'est toujours la même rengaine. C'est le retour à une constitution vieille de 26 ans. Moi, je le dis, il y a débat. Cette constitution, quoi qu'on dise, il y a débat. Je peux quand même aller au fond de mes explications que cette constitution n'est pas aussi correcte comme on le pense. Il y a toujours des vices qu'il faut relever par rapport à certains points. Hein, et on ne peut pas consulter. Certains juristes même l'ont relevé. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de 5e République et autres, tout ça là, ça aussi, il y a débat. Mais ces marches, moi, je suis pas quand même d'accord. Ils sont quand même libres, puisqu'il faut reconnaître que la loi reconnaît les manifestations politiques. Lorsque vous sentez que votre droit est opprimé, vous pouvez aller dans la rue pour extérioriser le mécontentement. Ça, c'est reconnu par la loi. Oui, je ne vais pas vous arrêter. Oui. À propos de cette marche, c'est vrai, on sait tous les jours que c'est comme ça, mais le même discours. Mais je voudrais savoir aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, si on attrapait quelqu'un dans la rue, un marcheur quelconque dans la rue, et on lui posait la question du pourquoi ils sont dans la rue. Oui, bon, oui, moi j'ai eu à faire. Il y a deux acceptions. Oui, un instant. J'ai eu à faire ce Il y a deux acceptions qu'il faut faire ressortir sur cette question. La première acception, c'est que quand vous prenez un Kidam ou un Togolais lambda dans la rue, à qui vous posez la question, il y a des choses techniques qu'il ne pourra absolument pas vous dire. Et donc, ça, c'est la première acception. Il vous dit seulement les mots d'ordre de manifestation. Retour à la Constitution de 92 et le droit de vote de la diaspora. Il ne peut vous dire que ces deux-là. Maintenant, sur le fond, et ça, je peux comprendre que c'est sur la forme. Et le Togolais lambda, celui qui va à la marche, le Togolais simple qui va à la marche, n'est pas obligé de maîtriser tous les rouages de la politique ou des questions qui sont mises au-devant des manifestations. Maintenant, quand vous approchez les leaders, et c'est eux qui sont en mesure, ou bien c'est eux qui sont censés être en mesure de nous dire, voilà, c'est les mots d'ordre de grève. Maintenant, sur le fond, c'est ce qui peut être fait, et voilà ce qui peut ne pas être fait. Donc, je crois que on ne va pas accuser le simple Togolais qui va manifester son désir de retour à la Constitution de 92, tout simplement parce qu'il est sorti pour marcher. Donc, il faut que les leaders, ceux qui sont devant, et nous l'avons titré dans notre dernière parution, que voilà, ce groupe de G14 là, voilà, c'est un groupe à revoir. Parce qu'il y a des non-dits dedans. Il y a des gens qui n'ont absolument pas le même point de vue sur les questions, mais qui sont là parce que ça a été une dynamique qui est suscitée pendant un temps, et que si on était en marge de cette dynamique-là, peut-être le peuple nous en voudrait. Donc, il y a pas mal de choses à dire sur cette coalition, mais on ne va pas accuser le Togolais lambda qui est allé manifester son... Si on lui dit que voilà, la Constitution de 92, le retour à la Constitution de 92 n'est pas possible et pour des raisons juridiques qu'on lui explique, il pourra comprendre. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. Oui, je crois que je vais rebondir par rapport à ce développement. C'est son point de vue, je respecte son point de vue, mais je crois qu'il y a quand même, matière à réfléchir par rapport à ceux qui sont dans la rue parce qu'ils ne maîtrisent pas forcément, mais ils sont dans la rue. Moi, j'ai quand même approché certains leaders, ceux qui sont les membres influents de la coalition. Parce que lorsque vous prenez un peu les tests de cette coalition des 14, il n'est jamais écrit quelque part où il faut réclamer le départ pur et simple d'un chef d'État. Et ils l'ont reconnu. Mais ils disent maintenant que c'est le désir du peuple. Et maintenant, là, il y a aussi quiproquo parce qu'on parle de quel peuple. C'est quel peuple? Faure Gnassingbé a été élu président de la République à 56% des voix. Donc ça veut dire par le peuple, à une majorité. Donc là, il y a problème. Là où moi, je ne comprends pas, ces mêmes leaders disent que quand bien même le dialogue est censé se tenir le 15 février, quelles que soient les circonstances, les marches vont continuer. Et ils ont précisé ça, je le dis clairement parce que c'est des sources sûres et dignes de foi. Ils disent que
le sérieux du dialogue dépendra de la pression de rue. Et là, je suis tombé des nues. Là, je ne comprends plus la réelle motivation ou bien l'orientation même de ce groupe. Est-ce qu'on veut maintenant aller, c'est comment on appelle ça, faire le dialogue dans non, la rue, mais, ou bien c'est du jusqu'au boutisme. D'accord. Il faut aller jusqu'au bout, quand bien même il y a le dialogue. Oui. Vous dites vous êtes prêts pour le dialogue, mais au même moment, il faut une pression de rue et que ce dialogue-là, son sérieux, dépendra de la pression de rue. Là, je crois que il faut qu'on nuance un peu les choses. C'est quoi la réelle motivation? Vous voulez aller au dialogue, alors que dans le communiqué pondu par les médiations, on a bien dit qu'il faut suspendre les manifestations. Et ils ont pris acte que il faut libérer ce que la coalition réclame. La libération la levée judiciaire dans les affaires des incendies et autres. Donc ça veut dire que aujourd'hui on a pris en compte toutes vos doléances. Et vous voulez encore faire la pression de rue, à quelle fin? Là, il y a problème. Je crois qu'il y a un travail technique qui a été fait et qu'il faut toujours relever. Mais avant d'arriver là, même quand vous prenez les militants de Unis dans les rues, moi j'en ai oui, voilà, moi j'ai un meeting sur le terrain de absolument, moi j'en ai rencontré la politique de paix du chef de l'État. C'est tout à fait normal. Moi j'en ai rencontré beaucoup des jeunes, ils sont là juste parce qu'on va leur donner 2000, 5000. Vous leur posez la question, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils vous disent seulement c'est pour la paix. Alors que ça n'a... Donc, d'un côté comme de l'autre, les militants ne sont que, moi je crois, le décor. Absolument, c'est le décor d'une situation où les protagonistes sont même dans les coulisses, qu'ils téléguident. Donc, et sur la question même des manifestations, je crois que il y a un travail technique qui a été fait, c'est de trouver un juste milieu entre les revendications de la coalition et ce que voulait le gouvernement. Et ça va se trouver où? C'est au dialogue? Et ça a été dit dans le communiqué des émissaires. Et ça a été dit parce que la coalition réclamait d'abord... libération? Non, enfin, les préalables, parmi les préalables, il y a une solution médiane qui a été trouvée, à savoir qu'il faut, à l'entame du dialogue, voir prioritairement le cas de ceux qui sont impliqués et qui sont détenus provisoirement dans les incendies de Lomé. Et ensuite, on verra dans la légalité de la procédure judiciaire ceux qui ont commis des voies et des faits et qui ont été arrêtés et jetés en prison. Donc, il y a une solution médiane qui a été trouvée. C'est-à-dire qu'on ne va pas résoudre tous vos préalables avant l'entame du dialogue, mais vous venez juste et prioritairement dans le dialogue, on résout vos problèmes. Je crois qu'il ne fallait même pas la présence de ces émissaires pour nous, Togolais. Ça, je crois que c'est une insulte à l'intelligentsia togolaise. Pourquoi? Parce que c'est une solution assez simple qu'on pouvait trouver ici entre nous. Et on est resté pendant plus de 5 mois à nous tirer dessus, à nous déchirer les habits. Ça, les acteurs pouvaient s'asseoir et en discuter. Et moi, j'ai été vraiment étonné qu'il fallait seulement un simple ministre de la Sécurité du Ghana et un ministre d'État de la Guinée pour venir... nous faire comprendre les raisons. Non, moi, j'ai vraiment été surpris par rapport à ça. Et je crois qu'il est de la responsabilité de nos autorités. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont à la tête. Et c'est eux qui décident. Donc je crois qu'il est de leur responsabilité de faire tout pour que la paix et la sécurité reviennent. Absolument. Voilà, même 2 heures ne nous suffiraient pas pour ce débat. Très passionnant et très intéressant. Malheureusement, le temps nous rattrape. Nous n'avons plus que 2 minutes pour entamer et terminer le dernier sujet. Qui nous amène au social. On dirait que c'est un malaise qui est en train de s'emparer du Togo, pendant qu'on dit politiquement ça ne va pas, pendant ce temps que la situation politique est tendue, donc c'est le front social qui se fermente avec des revendications à donner de l'insomnie aux autorités et au peuple togolais. Suivez. Voilà, si on peut suivre l'élément, ne serait-ce que quelques commentaires, et on revient pour conclure avec la régie. Vous nous suivez? D'accord. Grogne sociale, crise politique, et si
La solution venait d'un remaniement ministériel. Vaticine le tonnerre qui voit la mauvaise foi du gouvernement en place et son incompétence à résoudre la crise. Front social en ébullition, enseignants en colère, médecins décidés à reprendre la barre. Bien, on est revenu à nous plus tôt que prévu, oui. Pour des raisons que vous connaissez. Et Boris est de l'autre côté, et voilà. Il faut dire en quelques secondes que vraiment le Front social est en ébullition, les étudiants en colère, les enseignants-chercheurs qui fulminent leur mécontentement également. Donc le social s'est mêlé à la politique puisque cette semaine il y a eu aussi des marches. Oui. Donc tout ce que moi je voulais dire c'est qu'il y a un bras de fer entre le gouvernement et syndicats. Oui. Donc il faut nécessairement trouver un terrain d'entente. Le terrain d'entente c'est quoi? C'est de s'asseoir par la voie du dialogue et de la concertation. Parce que nous apprenons que le groupe de travail mis en place par le PM et la CZ est en train de menacer de se retirer. Tout porte à croire que là le durcissement de ton continue et que ce n'est pas bien pour ce paysage éducatif. Moi je pense qu'un gouvernement n'est pas là pour faire des efforts parce qu'à chaque fois c'est une seconde, hein? Voilà. Donc, un gouvernement n'est pas là pour faire des efforts. Un gouvernement est là pour appliquer un programme chiffré et avoir des résultats. Il faut qu'ils aient des résultats. Voilà. On les attend sur le terrain du résultat. D'accord. Comme on le dit, le bon gendarme, ce n'est pas celui qui arrête les voleurs, mais c'est celui qui empêche les gens de voler. Il n'y a pas de sens unique de liberté, car la liberté est elle-même une quête de sens. C'est sur cette pensée de Habermas Huygens que je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. Beaucoup. Merci beaucoup. Abrima kataka hobonu ajamunoi Oma paure Akufo na magao Oi oma paulo Amoi